courte introduction. Alors, est-ce que... J'espère que tout le monde voit les diapositives. Voilà, juste avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur notre collectif qui est né en 2020 pour promouvoir la prévention en matière de santé dans les écoles et les établissements scolaires, et en accord avec ce qui sont les objectifs et les missions de l'école promotrice de santé, un système de l'OMS, auquel adhère également le ministère de l'Éducation nationale, comme on peut voir sur le site du SCOL, d'où sont tirées ces images qui précisent ces objectifs de l'école promotrice de santé. Donc, on était en 2020, bien évidemment, la question majeure de santé était l'arrivée de la pandémie, et nous nous sommes intéressés très rapidement à son impact sur les enfants, et plus particulièrement à la question de la qualité de l'air, puisque dès le début, certains experts commençaient à dire que le virus de la COVID-19 se transmettait dans l'air, dans des particules, les aérosols qui s'accumulent dans l'air. D'autre part, il était vraiment impératif que les enfants puissent revenir à l'école dans des conditions qui protégeaient leur santé et leur scolarité. Et ces conditions se traduisaient déjà par un environnement sain, un air pur, qui non seulement leur permet de rester en bonne santé, mais permet aussi de réaliser leur potentiel et de protéger leurs droits, le droit à la santé, le droit à l'éducation, et également le droit à un environnement sain, qui est un droit reconnu très récemment. On va dire que la pandémie a accéléré la reconnaissance de ce droit, présenté d'abord par l'OMS déjà en 2020, qui parlait vraiment de droit à un air intérieur pur. Et en 2020 a été reconnu également par le Conseil des droits de l'homme et mentionné dans des documents de la Commission européenne qui invitait à faire une attention toute particulière aux bâtiments scolaires. Et puis cet été, l'Assemblée générale des Nations unies, avec une décision assez historique, a reconnu ce droit comme un droit fondamental et a exhorté les États à en faire davantage pour progresser dans ce domaine. Et puis c'est vraiment très très récent. La semaine dernière, le Conseil d'État l'a également reconnu comme une liberté fondamentale et comme tel invocable d'ailleurs à un référé liberté. Donc, c'est un droit qui est une nécessité évidente, je dirais, puisque les enfants passent beaucoup de temps à l'intérieur, plus de 90%, je dirais plutôt 95%, près de la moitié à l'école. Alors, bien sûr, quand on parle de qualité de l'air intérieur, on ne peut pas la dissocier complètement de la qualité de l'air extérieur, qui est un de ses déterminants, mais pas le seul. En fait, il y en a d'autres. Disons que quand on est dans un lieu clos, on a différentes familles des contaminants. Alors, les polluants physiques, qui sont les fameuses particules fines, qui sont néanmoins responsables de 40 000 décès en France par an, dont des enfants, malheureusement. Après, nous retrouvons tous les composants chimiques qui peuvent venir du mobilier, des fournitures scolaires, des équipements de construction. Et enfin, les polluants biologiques, donc tout ce qui est allergène, moisissure, et bien sûr, les fameux aérosols infectieux. Donc, avec le professeur Flao, qui est professeur de santé publique à l'Université de Genève, directeur de l'Institut de santé globale et ainsi ancien directeur fondateur de l'École française de santé publique, nous allons voir l'importance de cette qualité de l'air intérieur et comment l'améliorer peut permettre de protéger la santé des enfants et leur scolarité. L'importance de la qualité de l'air intérieur comprise, nous sommes bien évidemment intéressés à la situation dans les écoles. Il existe un certain nombre d'acteurs publics et privés qui avaient enquêté et leurs conclusions ne sont pas réjouissantes. Disons qu'une école sur 6 seulement serait équipée des systèmes spécifiques de ventilation. Donc, presque la totalité des classes dépasse les seuils de l'OMS pour la concentration de particules fines et près de la moitié des écoles a des salles très confinées, c'est-à-dire des salles où l'air ne se renouvelle pas suffisamment et les polluants s'accumulent. Ce qui explique pourquoi l'air intérieur peut être jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et pour certains contaminants, on a même 100 fois les concentrations, justifiant ainsi l'inquiétude quand même des parents, même avant la pandémie. Donc, une enquête de l'époque, de 2019, je crois, disait que 6 parents sur 10 étaient inquiets pour la qualité de l'air intérieur des établissements scolaires et des crèches. Et puis, lorsqu'on parle de qualité de l'air intérieur, tout de suite, en parlant de chiffres, on évoque les investissements nécessaires pour l'améliorer. Et ben, j'aimerais vraiment souligner que rien faire a également un coût, bien plus important d'ailleurs, qui a été estimé pour la France à 19 milliards d'euros par an en termes des coûts socio-économiques de la pollution de l'air intérieur. Cependant, cette situation ne doit pas ni nous décourager, ni conduire au fatalisme, parce qu'il y a des bonnes nouvelles.
Alors, tout d'abord, on peut la mesurer, cette qualité de l'air intérieur. Il y a la surveillance de certains polluants est prévue dans un cadre réglementaire qui inclut également la mesure de la concentration de CO2 qui reflète le niveau de confinement d'une pièce, donc le signe d'accumulation des polluants dans les locaux. De plus, cette mesure est assez simple et elle peut être réalisée en continu, ce qui est très important, parce qu'il faut bien comprendre que la qualité de l'air intérieur varie avec les variations de ses déterminants. Donc, il suffit d'une journée où il y a un trafic routier plus intense, ou une absence de vent, l'augmentation du nombre de personnes dans la pièce, et ainsi de suite. Donc, on peut réaliser une mesure en continu et qui est très importante parce qu'elle permet d'élever également un des freins à l'aération, qui est simplement l'ouverture des fenêtres, qui est l'absence d'indicateurs objectifs. Une enquête d'il y a quelques années avait vraiment identifié un des problèmes, comme le fait que les enseignants aéraient les classes typiquement en fonction d'indicateurs très subjectifs, les odeurs, la température, la sensation d'avoir déjà aéré. Et alors que cette mesure permet effectivement d'avoir un indicateur objectif qui de plus permet aussi à l'enseignant de se concentrer sur ses activités pédagogiques tout en ayant une référence très simple à utiliser pour aérer correctement. Et donc, Jacques Taillet, qui est enseignant au lycée Villegénis, animateur des ateliers scientifiques, va nous montrer comment il est possible de mesurer cette concentration CO2, son utilité, comment il est possible de construire des détecteurs en impliquant les élèves qui deviennent ainsi acteurs de leur santé. Et puisque j'ai parlé des freins à l'aération, il faut clairement dire aussi que l'aération n'est pas toujours possible. On a tous en tête des plans de prévention anti-suicide ou Vigipirate qui limitent la possibilité d'ouvrir les fenêtres, soit en étage, soit au rez-de-chaussée, ou alors parfois des nuisances sonores, des conditions climatiques. Mais là encore, il y a des bonnes nouvelles, on peut être optimiste parce qu'il y a des systèmes de ventilation, des systèmes de purification de l'air qui sont des solutions à ces limites et qui en plus permettent de concilier d'abord la nécessité d'améliorer la qualité de l'air intérieur, mais aussi celle de réduire la consommation énergétique des bâtiments, ce qui est vraiment d'actualité ces derniers temps. Donc, pour conclure sur l'état de la qualité de l'air intérieur en France, comme je vous disais, il y a eu de nombreux acteurs publics et privés qui se sont intéressés à la question, comme témoignent les nombreuses ressources documentaires disponibles sur Internet. Alors là, c'est juste l'image pour donner une idée. Bien sûr, après, on pourra vous diffuser les liens si vous le souhaitez, avec tous les outils pratiques. D'ailleurs, l'État avait lancé un plan d'action sur la qualité de l'air intérieur en 2013 pour informer le grand public, améliorer les connaissances, inciter des progrès qui restent cependant vraiment nécessaires et urgents dans les établissements scolaires, parce que même les mesures les plus simples, comme celle, par exemple, de la mesure de la concentration de CO2, sont encore insuffisantes. En janvier, seulement 20% des écoles étaient équipées en capteur de CO2. Et on va voir que les données qui ont été communiquées la semaine dernière, qui faisant état des 120 000 capteurs, ne sont guère plus satisfaisantes parce qu'on a quand même plus de 500 000 établissements scolaires en France. Donc voilà, il y a encore du travail à faire. Et pareil pour les purificateurs, parce que dans certaines situations, on verra que c'est nécessaire. Mais on va parler de tout ça, des législations, des recommandations des agences sanitaires, ainsi que d'un comparatif à l'international des investissements publics dans ces domaines avec Pascal Moreton, qui est enseignant central de Supélec à l'Université de Paris-Saclay, expert auprès du Conseil de la santé publique et également membre du groupe de travail projet de CO2 et nous aérons. Donc voilà, on vous passera les références. Je vais laisser la parole au professeur Flao pour la suite de la présentation. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Merci. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation qui me fait très plaisir et qui m'honore. Merci à la PEP et également à École Oubliée, Elisa Zeno. J'ai beaucoup apprécié les interactions qu'on a pu avoir pour préparer ce séminaire d'aujourd'hui. Je vais me permettre de faire un petit détour par l'histoire du choléra, ce qui vous étonnera peut-être, parce que le choléra, ça nous paraît évident que c'est une histoire très différente de l'histoire du Covid, en particulier, ou des maladies qui peuvent être transmises par l'air. Mais en fait,
si on revient, et ça me semble important de prendre conscience de cette histoire, si on revient au milieu du 19e siècle, les années 1850, la théorie qui était prévalente, c'est la théorie des miasmes morbides. La théorie des miasmes morbides, c'était que les aérosols, on ne disait pas à l'époque les nanoparticules, mais c'était les odeurs, en fait, étaient attribuées comme la cause de tous les maux, et en particulier de maux comme le choléra et comme les épidémies de choléra. D'ailleurs, il suffisait de se promener dans les rues, les bas-fonds, les bas quartiers, on va dire, de Londres ou de Paris, pour voir dans ces quartiers très pauvres des odeurs pestilentielles et des épidémies de choléra qui y allaient avec. En fait, John Snow, qui est un médecin, qui est d'ailleurs un gynécologue qui a accouché la reine Victoria à l'époque, habite dans ces quartiers, dans le quartier de Soho de Londres, et lui, il ne croit pas trop à la théorie des miasmes morbides, qui est pourtant très prévalente dans tous les milieux scientifiques de l'époque. On est avant l'ère pastorienne, hein, on ne sait pas que le choléra ait dû être une bactérie. Mais il n'y croit pas trop et il a envie de tester un petit peu son hypothèse que c'est plutôt l'eau de boisson qui est responsable du choléra. Et il fait un travail, le travail de gauche a été revisité par les nouvelles technologies de l'information, mais il fait plutôt le travail qu'on voit sur la figure de droite, c'est-à-dire que il fait du porte-à-porte, de l'épidémiologie de terrain, on le dirait aujourd'hui. C'est peut-être le premier, le fondateur de l'épidémiologie de terrain, et il va visiter les familles pour savoir s'il y a des cas de choléra et si ils ont consommé de l'eau d'une pompe particulière. Et ce qu'il voit, c'est cette pompe qui est à Broad Street, une des rues de Soho, qui est toujours là. La pompe, là, vous pouvez la voir. Il n'y a pas de manivelle, je vous expliquerai pourquoi. Et vous avez ici John Snow et une plaque à son endroit. En fait, il s'aperçoit que tous les cas de choléra de l'épidémie de 1854 peuvent être liés à cette pompe qui puise l'eau directement de la Tamise, dans laquelle, bien sûr, se reversent les déjections des Londoniens qui sont contaminés par le bacille du choléra. En fait, il fait des pieds et des mains, c'est pas facile, mais comme il est bien placé auprès de la reine, on l'écoute et il obtient que les autorités enlèvent la manivelle de la pompe de Broad Street et l'épidémie se met à décroître très rapidement à partir de ce moment-là. Ça va nous rappeler des choses, ce genre d'intervention suivie des faits. En fait, après, donc voilà, à partir du moment où on a dit que c'était l'eau contaminée, que l'on sait maintenant que c'est l'eau contaminée par le bacille cholérique qui est ici sur la gauche, on va avoir des travaux d'infrastructure qui ne sont pas simples, qui sont onéreux et qui vont faire que l'eau du robinet va devenir une eau potable partout dans le monde, ce qui n'est pas encore le cas, loin de là, mais c'est vraiment le cas de tous les pays développés. En fait, le Covid, qui apparaît voilà, un siècle et demi plus tard, va être imprégné, si je puis dire, de cette culture de l'eau comme grand contaminant et de nos pestes d'aujourd'hui. Et on va essentiellement préconiser de se laver les mains. Rappelez-vous à quel point c'était prévalent. Et toujours, il reste beaucoup de reliquats dans les communications officielles qui placent le lavement des mains très haut dans ce qu'il faut faire pour lutter contre tout. Et ici, aujourd'hui, c'était contre le Covid. Même si, finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'est pas tellement par l'hygiène des mains. En tout cas, ce n'est pas une infection qui est manuportée. C'est vraiment une infection qui est essentiellement aéroportée par des petites particules qui ne sont pas des nanoparticules. Le virus est une nanoparticule. L'odeur est aussi une nanoparticule. Hein. Mais les particules aérosolisées qui contiennent le virus sont des microparticules. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des particules fines, au même titre que la pollution atmosphérique, au même titre que les sables du désert, par exemple, ou que les polluants dus à la combustion de nos énergies fossiles dans nos villes en particulier. Donc ce sont en fait ici des particules de notre respiration qui font moins de 100 microns et qui peuvent flotter dans l'air, surtout quand elles approchent les 10-20 microns. Donc vous voyez, microns, c'est microparticules et qui contiennent le virus, le coronavirus, quand une personne
contaminée est présente dans la pièce. Et si la pièce est peu ventilée, confinée, et s'il y a du monde en particulier, alors vous allez avoir des particules qui vont planer longtemps et qui vont être respirées toutes les 20 secondes par les élèves, en particulier dans une salle de classe, et qui va finir par contaminer un certain nombre d'enfants, notamment ceux qui auront la malchance de se trouver dans ce nuage de microparticules au moment même où un enfant contaminé les expirera. Je reprends cet exemple où, après le confinement, deuxième confinement qu'on a eu en France, également peu de temps après, mais l'Irlande a été la première à instaurer le confinement, on voit une chute de l'incidence et qui me rappelle vraiment ce qu'on a pu voir avec la manivelle de Jon Snow. Vous voyez ici la suite de la courbe, elle n'a fait que décroître. En bleu, c'était nos prévisions, qui d'ailleurs au début, au moment du confinement, n'étaient pas très fiables. Et puis très rapidement, la courbe a descendu. Exactement comme la manivelle qu'on a enlevé le confinement a joué là-dessus. Mais ce n'est pas une mesure que l'on pouvait préconiser très longtemps. Ça allait dans l'urgence. On peut se dire que, bien sûr, on peut confiner, ça fonctionne. Bien sûr, on peut enlever la manivelle de la pompe et les gens boivent quoi? Du whisky ou de la bière, c'est pas durable. Il fallait bien entendu qu'on purifie l'eau de boisson, qu'on la filtre, éventuellement qu'on la sépare des eaux usées. On continue à boire de l'eau de la Tamise aujourd'hui, mais elle n'est plus dangereuse, elle est filtrée, elle est purifiée comme il le faut. Et il fallait que ce soit fait au niveau de l'eau du robinet. Au début, ça a mis une cinquantaine d'années avant qu'on y arrive en Angleterre, mais entre le moment, je veux dire, 1854 et le début du XXe siècle, il va donc s'écouler pratiquement 50 ans avant qu'on décide de véritablement adresser le problème à bras-le-corps. Et en réalité, les maisons aisées et éduquées depuis beaucoup de temps après la découverte, enfin peu de temps après la découverte donc, de Jon Snow et bien avant que des travaux d'infrastructure soient mis en place, se sont mis à purifier leur eau de boisson, se sont mis à boire de l'eau propre parce qu'ils savaient qu'il ne fallait pas qu'elle soit contaminée. Mais c'était artisanal, un peu comme quand on met un purificateur dans une classe de façon un peu artisanale et qu'on n'a pas des vrais travaux d'infrastructure. Alors, pourquoi il faut un air intérieur de qualité? La première chose, c'est évidemment pour la santé des enfants et des personnels. Un bon système de ventilation, un air pur, on verra tout à l'heure avec mes collègues comment on peut le définir, c'est associé à moins de symptômes d'asthme. J'ai parlé du Covid, mais ce n'est pas que le Covid. La mauvaise ventilation, l'humidité, tout ça, c'est associé à des maladies respiratoires plus élevées et à un absentéisme scolaire plus élevé. Tout ça est très documenté dans la littérature scientifique internationale. La santé respiratoire, cardiovasculaire et mentale des enfants et des personnels est liée à la qualité de l'air intérieur, mais aussi la qualité de l'enseignement. On a pu démontrer qu'une bonne ventilation améliore les scores en mathématiques et en lecture. Pour prendre ces deux exemples peut-être plus faciles à codifier. La concentration élevée en CO2 est associée à une perte d'attention des élèves. L'augmentation du taux de renouvellement de l'air intérieur, donc la bonne ventilation, baisse l'absentéisme scolaire. Et l'augmentation à chaque fois de 100 ppm de CO2, donc c'est les particules par million, c'est comme ça que les capteurs de CO2 mesurent la concentration de CO2 dans l'air. 400 ppm, c'est ce qu'on a dehors, c'est l'air extérieur, ce qu'on peut espérer au mieux d'obtenir à l'intérieur d'une classe. Mais à chaque fois que vous, au-dessus de 400, vous montez de 100 ppm, vous allez augmenter l'absentéisme. Et la ventilation diminue aussi les abandons de profession chez les personnels de l'enseignement. Vous l'avez très bien dit, Elisa, tout à l'heure, les écoles ont trop souvent un air mal ventilé et vicié. En fait, on l'a montré en Suisse, mais on le montre aussi en Australie, et vous l'avez montré en France, les 2/3 des classes ont un air de très mauvaise qualité, très loin des 400 ppm de l'air extérieur, mais plutôt au-dessus de 1800 ppm et souvent au-dessus de 3000 ppm. On a montré en Suisse, dans une belle étude qui a été faite dans les Grisons, que 60% des classes avaient plus de 2000 ppm.
Quand on est au-dessus de 3000 ppm, on observe des vrais problèmes de santé. On voit des céphalées chez les enfants, chez les enseignants aussi, des difficultés de concentration, des picotements des yeux, des maux de gorge. La multiplication des mesures de protection, c'est pour dire que, en fait, il va falloir saisir l'opportunité. Les Nord-Américains enthousiastes disent que c'est l'opportunité du siècle pour réaliser des progrès concernant la qualité de l'air intérieur. C'est vrai que cette pandémie de Covid et ces vagues à répétition que je vous ai montrées, là c'était en Afrique du Sud tout à l'heure, montrent que si on veut s'en débarrasser, probablement on ne pourra pas faire l'économie d'améliorer la qualité de l'air intérieur, et ainsi on améliorera bien au-delà du Covid la santé et la sécurité des écoles. Ma conclusion sera pour dire que oui, il a fallu 50 ans entre les travaux de John Snow et l'amélioration de la qualité de l'eau du robinet. Combien de temps il faudra entre le moment où on découvre que les aérosols ont un rôle majeur dans la propagation du Covid, dans la génération de ces vagues, notamment la 8e vague, on le voit presque sous nos yeux, due à essentiellement les enfants dans les écoles qui vont se contaminer après la rentrée et qui vont rapporter aux générations suivantes le Covid. Mais c'est vrai pour la grippe, on le savait depuis longtemps, on n'a vraiment rien fait. Maintenant, on l'a documenté. On sait que 99%, certains disent 95% des transmissions, d'autres disent 100% des transmissions surviennent en milieu clos, mal ventilé, souvent bondé. C'est ainsi qu'on attrape le Covid. C'est pas tellement par les surfaces ou pas. On peut toujours se laver les mains, c'est bon pour d'autres maladies, mais probablement pas beaucoup pour le Covid. 90% de nos vies, en plus, se passent dans les lieux clos, en moyenne, dans nos sociétés. L'amélioration de la qualité de l'air intérieur peut donc viser vraiment de pratiquement raboter totalement les courbes et les vagues de Covid, de grippe, de tuberculose. Et par ailleurs, comme on l'a dit et comme vous l'avez aussi rappelé, ça contribue à un meilleur développement cognitif, de meilleurs apprentissages, moins d'absentéisme des élèves et des personnels. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, on avait prévu effectivement de passer sur l'intervention suivante et puis on aura plutôt la session des réponses aux questions qui commencent à arriver dans le chat à la fin des autres interventions. Donc, Jacques Taillet, c'est à vous. Merci. Alors, suis-je bien visible? Oui. Me voyez-vous? Oui, oui. Oui. D'accord. Donc d'abord, merci de m'inviter. Donc je vais parler au nom de mes élèves, car tous les travaux que je vais vous présenter sont des travaux faits par des élèves. Donc je suis Jacques Taillet, enseignant en mathématiques, et j'anime un atelier scientifique depuis 12 ans. Et c'est un atelier qui regroupe des élèves de seconde à la terminale, de l'enseignement général, technologique et professionnel. Donc là, vous voyez un de nos détecteurs. Alors en réalité, on s'intéresse à la qualité de l'air depuis 2018. Et donc, depuis 2018, on a développé avec le Fab Lab Ericsson un détecteur de particules fines embarqué. L'objectif est de déterminer le meilleur trajet pour aller d'un point à un autre. Et donc, quand en novembre 2020, on a compris qu'il y avait un problème avec la qualité de l'air intérieur, les élèves se sont intéressés à ce sujet. On a vu rapidement qu'en présence de 25 élèves, parce qu'à l'époque, on était quand même dans des jauges qui n'étaient pas pleines, on augmentait de 2000 ppm en 1 heure de cours. Et puis les élèves, ce qui les a franchement intéressés, c'est ce dont parlait le docteur tout à l'heure, c'est qu'à 1500 ppm, les élèves sont moins actifs, et à 2500 ppm, ils ont moins de prise d'initiative. Alors bien entendu, il y avait tout ce qui était en rapport avec le coronavirus, le fait qu'à 800 ppm, 1% de l'air a déjà été respiré, et à 4400, 10%. Donc les élèves se sont intéressés au sujet, et donc voici les premiers, en haut, les premiers détecteurs qu'ils ont fabriqués. Ils les ont comparés à un détecteur MET, le Classer, et en réalité, ils ont acheté du matériel, soit pour avoir des détecteurs comme le Classer, soit fabriquer eux-mêmes leurs propres détecteurs. Notre premier détecteur a été fabriqué parce que la fabrique Supélec nous a prêté un SCD30. Et donc, on a comparé nos détecteurs par rapport au Classer. On a vu que la qualité était bonne. On s'est demandé ensuite où il fallait placer ces détecteurs dans une salle de classe. Eh bien, les points de mesure qui ont été retenus sont ceux qui sont à 1,50 m des élèves, à plus d'1,50 m des ouvrants. Là, vous avez d'un côté les fenêtres, les portes.
Et puis, une fois qu'on a eu plusieurs centaines d'heures de mesures, on a fini par comprendre ce qui se passait dans une salle de classe et on a partagé nos détecteurs et les protocoles avec les collègues. Donc, les élèves sont allés voir leur professeur pour leur expliquer que l'idéal, c'est de faire cours porte ouverte et que si on arrivait à ouvrir les fenêtres et les portes du bâtiment en 10 minutes, on arriverait à être en dessous des 1800 régulièrement. Alors, le tout, c'est qu'on avait compris qu'on n'aurait jamais autant de détecteurs qu'il y a de salles de classe. Donc, c'est pour ça que les élèves ont fabriqué 17 détecteurs qu'ils ont prêtés un peu partout. Mais après, ils se sont dit, c'est bien de les prêter, mais ça serait bien de faire des modélisations. Donc, modéliser, c'est quoi? Modéliser, c'est comprendre ce qui se passe, que des personnes respirent sans verre et que cet air puisse être éliminé par une ventilation, qu'elle soit mécanique ou manuelle. C'est ce qu'on a représenté en orange. Je vais passer rapidement les mathématiques qui n'ont pas grand intérêt pour aujourd'hui, mais ce qui a un grand intérêt, c'est de savoir qu'on a trouvé 3 taux de renouvellement d'air dans nos salles. Un renouvellement d'air qui est de 1 quand la porte et la fenêtre sont fermées, qui est de 4,4 quand la porte est ouverte, et qui est de 8,9. Quand même. Pardon? Qui est de 8,9 lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes. Et donc l'intérêt, c'était de modéliser. Donc modéliser, c'est ce que vous avez là. Je vous décris une journée. Le matin, vous avez des cours avec un professeur qui ouvre les portes et les fenêtres. L'après-midi, vous avez des cours avec un professeur qui a tout fermé. Vous avez en noir nos data, en rouge nos modélisations. Et vous constatez que ce sont des choses qui sont assez proches. Donc on est capable d'expliquer par avance ce qui va se passer dans une salle de classe. Pour cela, nos élèves ont conçu un programme afin de prédire ou de dire à chaque fois quelle est la quantité de CO2 qui se trouvera dans une salle. Ils ont conçu un jeu avec un professeur qui rentre aléatoirement dans une salle et puis un petit personnage qui est l'élève en vert qui va ouvrir les portes pour que le taux reste tout le temps en dessous de 800 ppm. Et puis il y a des affiches et des gifs animés qui sont mis dans le lycée pour que tout un chacun soit intéressé par cela. Et le clou du spectacle, ça a été le bac où on a prêté ce qui nous restait comme détecteurs, 10 détecteurs qui ont été mis dans les salles de classe. Et les élèves qui avaient ces détecteurs ont travaillé avec entre 600 et 650 ppm dans leur salle de bac. Et les professeurs nous disent tous la même chose, c'est vraiment super de prédire quelle quantité de CO2 va y avoir dans une salle. Mais ce qu'on préfère, c'est avoir une visu avec un écran LCD. Voilà, merci d'avoir écouté. Vous avez devant vous le QR code d'une vidéo qu'ont réalisé les élèves de l'atelier pour comprendre ce qu'est le CO2 dans une salle de classe. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, on va passer alors à Pascal. Je laisse la parole. Oui, très bien. Alors, et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que je vais récupérer après. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Merci à Lisa pour l'invitation. Merci à la Fédération PEP de pouvoir comme ça communiquer sur des actions qui ont été faites dans le cadre de la qualité de l'air. Donc moi, je suis enseignant à Centrale Supélec et ça fait quelques mois, depuis le début de la pandémie, que je me suis intéressé à la qualité de l'air intérieur. Et ça m'a permis de contribuer à des groupes de travail donc, qui rassemblent en fait différentes personnes du monde académique, du monde de la santé, et des sociétés civiles, et qui a contribué, ces groupes de travail, à notamment, par exemple, la fiche capteur du ministère de l'Éducation nationale, qui est un document qui est inclus dans le protocole sanitaire depuis maintenant presque 2 ans. Et puis, on a contribué également à des avis du Haut Conseil de la santé publique auxquels je ferai référence. Alors, ma présentation, en fait, a pour objectif de faire un petit point sur que disent les textes officiels et les recommandations, puisque les intervenants précédents l'ont très bien dit, il faut s'inquiéter de la qualité de l'air et avoir des mesures pour essayer de l'améliorer ou en tout cas de s'assurer de sa qualité. Ensuite, je vais revenir sur la situation dans les écoles. Antoine l'a dit, elle n'est pas forcément très bonne, en fait. Je vais faire un petit comparatif des investissements de différents États pour voir quelles sont les actions qui ont été prises depuis notamment le début de la pandémie du Covid. Ensuite, je présenterai des initiatives en France et à l'étranger qui sont des exemples d'actions pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air dans les écoles.
Puis ensuite, je vous donnerai quelques pointeurs pour en savoir plus. Si j'ai bien compris, l'objectif de ce séminaire, c'est de vous permettre éventuellement d'enclencher des actions pour contribuer localement ou peut-être nationalement à l'amélioration de la situation d'un point de vue de la qualité de l'air. Alors, les textes officiels, comme toujours, hein, c'est toujours un peu compliqué de s'y plonger parce qu'ils sont relativement nombreux et denses et techniques. Mais il y a quand même quelques textes pivots qu'il faut connaître. Notamment, il y a le Code de l'environnement, donc ces articles R221, 30 à 37, qui indiquent que les propriétaires, ou si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés, appartenant à une des catégories mentionnées, dont les écoles, sont tenus de faire procéder à leurs frais à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Et en fait, le législateur a prévu 2 dates butoirs pour que ce soit réalisé. Donc la bonne nouvelle, c'est que normalement, c'est déjà fait. Donc au 1er janvier 2018, c'est la date pour les écoles maternelles, élémentaires, les crèches. Et au 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les collèges et lycées. Alors, vous pourrez éventuellement faire un petit sondage autour de vous pour voir si c'est fait. On peut imaginer que l'ensemble des établissements n'ont pas encore fait cette surveillance de la qualité de l'air, en fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que c'est un peu technique, mais ça veut dire que le législateur et le Code de l'environnement s'intéressent déjà depuis quelques années à cette question de la qualité de l'air comme étant un élément central sanitaire. Alors ensuite, il y a un deuxième texte très important qui s'appelle le règlement sanitaire départemental, alors qui n'est pas propre aux écoles, hein, qui s'applique à tout bâtiment en fait. Et ces textes qui sont propres à chaque département, mais dont les fondamentaux sont à peu près les mêmes, stipulent un certain nombre de caractéristiques techniques en termes, par exemple, de débit minimal d'air neuf qui rentre dans les locaux, mais aussi des taux de CO2 maximum auxquels ont fait référence les 3 intervenants précédents. Et dans ce règlement, on cite un premier seuil de 1000 ppm, c'est-à-dire une partie pour 1000, voilà. Et puis avec une tolérance qui va jusqu'à 1300. Donc ça veut dire que normalement, dans tout bâtiment en France, on devrait respecter ces seuils. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma caméra? Et est-ce que vous voyez le petit capteur que j'ai là devant les... C'est bon? Oui, oui. Voilà, vous voyez que dans mon bureau, en fait, la ventilation marche actuellement, mais je suis déjà un petit peu au-dessus du seuil minimum de 1000. Et ce n'est pas un taux extrême, hein. Jacques a cité des chiffres bien plus importants. C'est-à-dire que dans chaque département, vous pouvez faire référence à ce règlement sanitaire départemental qui normalement régit le taux de CO2 maximum admissible. Ensuite, depuis le début de la pandémie du Covid, évidemment, l'exécutif a apporté une attention particulière à la qualité de l'air et a fixé des règles un peu plus contraignantes. Tout récemment, le gouvernement a indiqué dans un texte sur lequel je reviendrai que le Haut Conseil de santé publique, le 28 avril 2021, stipulait qu'une concentration CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire dans tous les cas à ne pas occuper la salle, etc. etc. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que par rapport au règlement sanitaire, on a un peu descendu le chiffre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Covid est un virus qui se transmet essentiellement par aérosol et que donc on doit porter une attention particulière à cette qualité de l'air. Et puis, dans la fiche repère donc, dédiée à l'enjeu de l'aération de l'éducation nationale, il y a ce même chiffre de 800 ppm comme étant un seuil à surveiller. Ce qui veut dire que normalement, dans toutes les salles de classe de France, on devrait être en mesure de rester en dessous de 800 ppm. Alors, je peux vous dire déjà que ce n'est pas le cas et que c'est même l'exception, puisque pour obtenir ce chiffre de 800 ppm, ça nécessite une aération ou une ventilation très forte. Alors, ça peut être le cas, je vais corriger ce que je viens de dire, ça peut être le cas si on aère très souvent, voire en continu, où ça permet effectivement d'avoir une concentration de CO2 plus faible que 800 ppm, mais on verra que ça peut poser quelques problèmes d'un point de vue chauffage. Voilà, donc ça, c'est les textes auxquels on peut faire référence, en fait, pour s'occuper de renouvellement de l'air. En fait, là, j'ai parlé de qualité de l'air, mais là, je parle plutôt de renouvellement de l'air, c'est-à-dire que ce taux de CO2 me permet de savoir s'il y a un bon renouvellement de l'air dans une pièce ou pas. Alors, quelle situation dans les écoles? En fait, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui est un organisme qui s'occupe de cette question depuis plusieurs années, a fait
une campagne de mesure dans 301 écoles maternelles et élémentaires. Et là, on voit le résultat de cette enquête, où on voit que en fait, les 3/4 des écoles en fait, ne disposent pas d'une ventilation mécanique, ni de grille d'aération haute et basse, comme on peut le voir dans les logements, par exemple. Hein. C'est-à-dire que ces écoles-là ont des classes qui sont des sortes d'aquariums, c'est-à-dire qu'elles sont relativement étanches à l'air extérieur, alors, ce qui est bien pour les chauffer, mais ce qui est assez dommageable pour assurer un bon renouvellement de l'air. Et donc, on peut imaginer que la qualité de l'air à l'intérieur n'est pas satisfaisante. Et puis, ils ont été un peu plus loin. Ils ont regardé, en fait, au niveau de chaque classe, quel était l'indice de confinement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition de cet indice de confinement. Ça traduit juste l'état de confinement plus ou moins élevé. Et ils se sont aperçus que dans 50% des écoles maternelles, l'une des classes avait l'indice de confinement le plus élevé possible. Il y a un confinement très, très, très fort. Et puis, dans les écoles alimentaires, ça va jusqu'à 84%. Hein. Donc, ça veut dire que dans beaucoup d'écoles, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aération, la ventilation est déficiente et que ça amène des classes dans lesquelles on peut avoir un indice de confinement très élevé. Et comme l'a dit Antoine, hein, ça peut, et Jacques, hein, ça peut amener des problèmes cognitifs, par exemple, voire de santé, si la qualité de l'air se dégrade de façon très importante. Donc ça, c'est le constat. Alors, la qualité de l'air est assurée par un certain nombre de systèmes technologiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a des conduits d'aération, il peut y avoir des filtres, il y a évidemment les ouvrants, il y a les portes et les fenêtres qu'on peut ouvrir, il y a des grilles. Donc, tout ça permet d'assurer un bon renouvellement de l'air et donc de permettre de jouer sur la qualité de l'air intérieur de ces locaux. Alors, il y a un certain nombre de références que j'ai indiquées sur mes diapos que vous pourrez consulter si vous le souhaitez pour aller plus loin. Là, par exemple, il y a un excellent guide de l'ADEME sur ces questions-là qui permet de traiter de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Enfin, évaluer le renouvellement de l'air et la qualité de l'air d'un local, c'est quand même une activité très technique qui demande des compétences très fortes. Hein. Grosso modo, ça doit être fait par un professionnel du métier, en fait. Hein. Donc, pour quand même évaluer au moins la qualité du renouvellement de l'air dans un local, c'est-à-dire que est-ce que dans mon local, j'amène de l'air extérieur suffisamment grand volume, en fait, on peut utiliser, ce dont on parle depuis tout à l'heure, un capteur de CO2, comme je l'ai présenté là. Et en fait, en fonction de la valeur affichée par le capteur de CO2, on peut avoir en fait une évaluation assez précise du renouvellement de l'air dans un local. Donc, plus le taux monte, moins le renouvellement de l'air se fait de façon correcte. Alors, il y a des petites nuances qu'il faut savoir. S'il y a un filtre, par exemple, ce type de démarche n'est plus valable, mais en toute généralité, c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser. Et ceci a été confirmé par un premier avis du Haut Conseil de la Santé publique, que je vous invite à lire si vous le souhaitez, et puis l'ANSES même, qui s'est positionné là-dessus, et qui a indiqué que l'utilisation de ce genre de capteur par un particulier pouvait être un bon indicateur de la qualité de l'air, ou en tout cas du renouvellement de l'air. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Alors, on peut se dire, pour améliorer la qualité de l'air et le renouvellement de l'air dans les écoles, on peut investir. Et là, je vais vous faire un comparatif, en fait, des investissements réalisés par les États. Je précise bien par les États, donc au niveau national, au niveau des fédérations. Pourquoi faire? Pour faire essentiellement 4 choses. On peut déjà acheter des capteurs de CO2 pour mesurer, comme je viens de dire, le CO2 et en déduire ensuite la qualité du renouvellement de l'air. On peut améliorer l'aération naturelle en jouant sur les fenêtres et les portes. On sait que dans certaines écoles, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, voilà, pour X raisons. Donc, on peut essayer d'améliorer ça. On peut installer ou améliorer la ventilation mécanique. Voilà. Donc ça, on imagine bien que c'est des travaux beaucoup plus coûteux, beaucoup plus lourds, mais qui sont parfois nécessaires. Et puis enfin, on peut installer des purificateurs d'air, qui sont des solutions aussi d'appoint. Alors,
En général, cette solution vient après que les autres aient été évalués et écartés du fait d'une impossibilité matérielle, on va dire. Mais c'est les 4 grandes classes en fait, d'actions qu'on peut mener dans une école. Donc mesurer, on fait là juste une évaluation. On améliore l'existant en termes d'ouvrants, on améliore ou on installe une ventilation mécanique, on installe les purificateurs d'air. Alors, ça, c'est pas nouveau, hein, c'est des choses qu'on connaît déjà depuis longtemps. Antoine l'a très bien dit tout à l'heure. Mais ça prend une dimension particulière parce qu'on subit une crise climatique qui va faire qu'on va avoir de plus en plus des températures très basses ou très hautes et qui vont rendre de plus en plus difficile parfois l'aération des salles de classe. L'hiver, on ferme les salles pour éviter d'avoir froid et l'été, on a tendance à fermer les fenêtres aussi pour éviter que la chaleur rentre. Deuxième problème, le coût de l'énergie. Ouvrir les fenêtres, c'est bien, mais ça va coûter de plus en plus cher. Donc, il y a déjà des enseignants qui viennent vers moi en me disant je souhaite ouvrir mes fenêtres, mais telle collectivité locale n'est pas d'accord parce que ça va augmenter la facture de chauffage. Et puis, malheureusement, la pandémie du Covid n'est pas terminée. Et puis, on peut imaginer que de nouvelles vont arriver. Et donc, ces 3 éléments concourent à ce que cette qualité de l'air soit prise en compte de plus en plus de façon importante. Alors, certains États ont bien compris, ont massivement investi dans cette question de qualité de l'air. Donc là, c'est des chiffres que j'ai concaténés à partir d'une veille documentaire que je fais depuis quelques mois. Et ça concerne uniquement les actions prises depuis la crise du Covid pour essayer de diminuer le risque de contamination à l'intérieur des écoles en jouant sur le renouvellement de l'air. Voilà. Donc c'est vraiment des budgets spécifiques. Alors, les Américains ont lancé un grand programme axé sur la qualité de l'air dans les écoles, vraiment porté par le président des États-Unis directement, et qui propose en fait un fonds d'aide fédéral de 10 milliards de dollars pour aider en fait les collectivités locales à améliorer certains dispositifs. D'autres pays ont eu des actions assez semblables, comme le Canada, l'Allemagne ou la Hollande. En France, vous avez peut-être suivi ces derniers mois, il a souvent été rappelé que la qualité de l'air concernait le bâti et que le bâti était des responsabilités des collectivités locales. Alors, les écoles maternelles et élémentaires, c'est les mairies, les collèges, c'est le département, et les lycées, c'est la région. Et donc, il a souvent été dit que si des investissements devaient être faits, en fait, ça devait être principalement les collectivités locales qui devaient prendre les choses en main. Alors, il y a quand même eu un budget dégagé, notamment pour l'achat de détecteurs de CO2. Et puis, le nouveau ministre de la Santé a récemment indiqué que, au niveau national, 100 millions d'euros avaient été consacrés à cette question de la qualité de l'air. Voilà, c'est le dernier chiffre dont je dispose. Donc là, vous pouvez comparer les différents ordres de grandeur. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'investissement par habitant, puisque évidemment, la charge n'est pas la même suivant la taille du pays. Bon, on peut voir que certains pays ont pris vraiment les choses avec un investissement important, voilà, autour de 20-30 euros. La France reste dans ce domaine un peu en retrait, on va dire, sur cette question-là en tout cas. Alors, là, j'ai mis, je vais pas seulement le détailler, mais j'ai mis dans cette présentation des déclarations de différentes personnalités dans différents pays. Donc là, c'est juste pour vous indiquer qu'aux USA, il y a une personne en charge de cette question directement attachée au président des États-Unis et qui a notamment fait un séminaire auquel j'ai assisté sur la question de la qualité de l'air, où il est indiqué que c'était un enjeu prioritaire national. Voilà. Ça vous donne un petit peu le positionnement, en tout cas, de ce gouvernement. Et puis, voilà, au Hollande, on a des déclarations assez analogues. Pour gagner du temps, je vais passer un peu vite. En France, on pourrait dire, mais ça veut dire quoi investir dans les écoles et dans la qualité de l'air des écoles? Ben, en fait, on a fait un petit simulateur avec nos aérons. Ben, j'ai pas mis le lien d'ailleurs, j'ai oublié, je vous le mettrai sur la version que je vais vous diffuser, où ça permet d'avoir en fait un ordre de grandeur des investissements qui seraient nécessaires, de notre point de vue en tout cas, pour commencer à travailler sur la qualité de l'air dans les écoles.
Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'ordre de grandeur, c'est plutôt le milliard, hein, rapidement, puisque évidemment, on peut imaginer que vu le nombre d'écoles, de classes, de bâtiments et d'installations à faire évoluer, les chiffres sont très importants. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est ma vision, c'est que je pense que les collectivités locales ont d'autant plus de facilité à engager une action qui a un soutien fort et direct de l'État, et c'est ce qu'on peut voir dans différents pays que j'ai cités, en fait. Alors, des initiatives en France et à l'étranger, alors bien sûr, il y a des choses qui se font, et c'est très bien, ça permet d'améliorer les conditions d'apprentissage et sanitaires des élèves. Donc là, j'en ai mis 3. Alors, à Saint-Brieuc, par exemple, la mairie a acheté des capteurs de CO2, là, qui sont d'ailleurs des très bons modèles, hein, c'est des classeurs, ce qu'on appelle, pour équiper les classes des écoles. Et ça permet, en fait, d'avoir un état des lieux du renouvellement de l'air dans les différentes classes et éventuellement de prendre les mesures qui seraient nécessaires. Autre commune, la commune de Lignac, en fait, qui a rénové en fait son école et qui en a profité pour installer une ventilation mécanique pilotée par une mesure du CO2. Alors ça veut dire que à l'intérieur des classes, on va être capable de suivre assez précisément la qualité du renouvellement de l'air grâce à ce système. Et c'est fait avec une ventilation mécanique qui permet d'automatiser et d'optimiser en fait ce renouvellement de l'air. Et puis, il y a des régions aussi, puisque c'est toujours l'affaire des collectivités locales qui se sont engagées assez tôt dans ces actions, notamment Laurent Wauquiez qui a annoncé que 2000 purificateurs d'air étaient déployés dans les lycées, je crois, dès 2021. C'est une action assez forte, hein. Je crois que c'était 10 millions d'euros le budget pour ça. Voilà. Donc, c'est des actions locales. Donc, à ma connaissance, en tout cas, au niveau national, la seule action qui est, en tout cas, sur lequel communique le gouvernement, c'est une aide de 8 € par élève pour l'achat de détecteurs de CO2. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est dédié à la crise du Covid-19, permettant d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles. Donc, c'est-à-dire que chacun est capable, enfin, chaque collectivité locale est capable de demander une subvention de 8 € par élève pour installer des capteurs de CO2. Alors, dans le monde, quelques exemples d'amélioration de qualité de l'air. Donc, par exemple, là, j'ai cité une province, alors que vous ne connaissez pas forcément, je ne la connaissais pas avant de tomber sur cet article, hein, la province de Manitoba, donc 1,4 million d'habitants, a investi 5 millions d'euros pour améliorer la ventilation mécanique des classes ou pour installer des purificateurs d'air EPA. Voilà, notamment dans les lieux où il y a un problème d'aération. À Munich, la ville a annoncé vouloir installer 6200 purificateurs d'air. Alors là, excusez-moi, c'est une traduction automatique qui appelle ces appareils des filtres à air. En fait, c'est des purificateurs d'air. Et je crois que le coût, c'était 20 millions d'euros. Le coût est caché par ma diapo, mais c'est 20 millions d'euros, je crois. Et puis, trois exemples. Alors là, c'est un exemple à une plus large échelle. La ville de Boston a investi dans 4347 capteurs connectés qui ont été installés dans 132 écoles de la ville. Et ce qui est incroyable, c'est que les parents peuvent en temps réel connaître la qualité de l'air de la salle de classe de leur enfant, puisque ça concerne toutes les salles de classe, grâce à un site web donc, que j'ai représenté à droite. Et en cliquant, en fait, vous voyez à gauche, là, vous voyez alors l'école, c'est Trotter K8 School, le floor 2, l'étage 2, donc la salle D268, et je suis capable d'avoir donc la température, l'humidité, le taux de monoxyde de carbone, le taux de dioxyde de carbone et les particules fines. Bien entendu, tout ça sert à piloter un certain nombre d'équipements, mais ça veut dire qu'en tout cas à Boston, cette question a été prise en compte assez tôt et de façon assez large pour permettre à chacun en fait, d'évaluer la qualité de l'air. Donc là, c'est plutôt les gens qui sont en avance de phase par rapport à ce qui se passe par ailleurs. Et c'est vraiment exemplaire de ce qu'on peut faire. Alors, tout ça, c'est des sujets vastes et très techniques, donc j'ai mis pour finir quelques pointeurs. Alors, on a réalisé une petite fiche A4 qui reprend les 4 textes principaux concernant notamment le taux de CO2, donc vous pouvez vous y référer éventuellement si vous voulez
petit argumentaire pour justifier notamment l'achat de capteurs de CO2, qui est quand même la toute première étape qu'on peut réaliser assez facilement à moindre coût. Voilà, mais parfois, il y a quelques réticences à s'engager dans ces actions. Donc, il y a un deuxième guide qui est vraiment très, très bien fait, qui est le guide Écolaire, qui est un guide de l'ADEME, qui fait un point très complet sur les outils pour une bonne gestion de la qualité de l'air dans les écoles, donc qui reprend tous les éléments, et bien plus évidemment, que j'ai présentés, et qui est un peu le guide de référence que je vous conseille de consulter si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là. Et puis, j'ai mis là donc l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter, le site web, le compte Twitter sur lequel nous réalisons une veille documentaire, et puis les 3 organismes qui sont des organismes de référence sur ces questions. Donc, il y a l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, il y a l'ADEME, et puis il y a le Centre de la construction, en fait, le CSTB, qui ont une expertise très forte sur ces questions et qui pourront éventuellement vous renseigner. La photo que j'ai placée, je ne sais pas si vous la voyez, hein, c'est une photo d'un établissement un peu expérimental. C'était une époque où on essayait d'expérimenter faire cours dehors, et donc là, on voit qu'il y avait des murs amovibles qui pouvaient permettre d'ouvrir totalement les parois pour avoir une circulation optimum de l'air. Je crois que c'est des bonnes pratiques qu'on a peut-être un peu oubliées. Voilà, et puis la suite, si j'ai bien compris, c'est que chacun peut se saisir des questions et contribuer à faire évoluer la situation en fonction du contexte local, voire national. Et voilà. J'en ai terminé avec ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Tout à fait.